des travaux de restauration de l'église de Pagny-sur-Moselle en avril 2009, il est découvert dans la chaire à prêcher un message laissé par un soldat allemand datant de 14-18. Petite trace de 4 années d'occupation de Pagny-sur-Moselle par les armées allemandes. De 1870 à 1914, Pagny était devenue une gare frontière entre France et Allemagne et fourmillée d'employés allemands des chemins de fer, des douanes et des services de police qui côtoyaient pacifiquement leurs homologues français comme les pagnotains chez qui ils logeaient. Cette vie d'apparence paisible n'empêchait cependant pas des points de tension, comme le révèle l'histoire de Guillaume Schneebele. En 1887, commissaire spécial des chemins de fer, Schneebele, victime d'un piège tendu par les Allemands, est arrêté pour violation de territoire et activité d'espionnage. Les autorités françaises protesteront que le commissaire Schneebele a été arrêté illégalement puisque dans l'exercice de ses fonctions. Retenu prisonnier en Allemagne, il sera menacé d'être déféré devant une cour martiale pour des activités non autorisées. En 1914, Pagny-sur-Moselle compte 2356 habitants, dont 2100 Français et 250 étrangers. Allemands, Italiens, Alsaciens et Lorrains annexés ayant choisi la France. La déclaration de guerre et l'occupation de Pagny par les troupes allemandes dès le mois d'août 1914 vont modifier radicalement la situation. La coexistence pacifique est terminée. Dès septembre 1914, Pagny est occupé et le restera jusqu'en 1918. À l'automne 1914, les troupes allemandes tentent d'effacer leur échec de la bataille du Grand Couronné en attaquant Saint-Mihiel afin de prendre à revers la 3e armée basée à Verdun et ainsi l'encercler. Le 8 septembre, elles lancent une offensive en direction des Hauts-de-Meuse. Mais la résistance des combattants du fort de Troyon bloque cette avancée et oblige les Allemands à battre en retraite. Le 16 septembre, fort de ce succès, le général Joffre retire la 2e armée et le 20e corps d'armée des Hauts-de-Meuse pour les envoyer dans l'Oise. Le 19 septembre, c'est au tour du 8e corps d'armée d'être retiré de ce secteur pour gagner Sainte-Menehould. Les Allemands ayant observé par voie aérienne le dégarnissement de ce secteur en profitent pour lancer une violente attaque en direction des Hauts-de-Meuse entre Saint-Mihiel et Pont-à-Mousson. Dans l'après-midi du 24 septembre, ils s'emparent de Saint-Mihiel et le 25 au matin du fort du camp des Romains, verrouillant ainsi la vallée de la Meuse. Le saillant de Saint-Mihiel est formé et s'étend de Verdun jusqu'à Bois-le-Prêtre. Après de nombreuses contre-offensives, le front se stabilise à la fin du mois de septembre sur une ligne de 120 km et va s'organiser autour de réseaux de tranchées. Désormais, la ligne de front Verdun-Vosges-Belfort est brisée par ce saillant. Cette position stratégique explique les efforts incessants de l'état-major allemand pour la garder, en dépit de toutes les tentatives françaises. Les troupes finissent par s'enterrer dans les tranchées, que de leur côté les Allemands vont transformer en véritables ouvrages d'art bétonnés. Au printemps 1915, l'état-major français décide d'enfoncer ce front. En vain et au prix de très lourdes pertes. Il faut attendre 1918 et une offensive victorieuse des troupes franco-américaines qui attaquent entre Vigneulles et Hattonchâtel et Pont-à-Mousson. Enfin, le saillant de Saint-Mihiel est repris. Durant ces 4 années de combat, Pagny-sur-Moselle aura vécu au rythme des troupes allemandes. Placés sous l'autorité allemande dès l'été 1914, les habitants de Pagny-sur-Moselle voient leur liberté disparaître du jour au lendemain. Les déplacements sont limités, surveillés, et les réquisitions se multiplient. Immédiatement se pose le problème de la situation des étrangers dans les deux pays. Comme de coutume, les ressortissants des pays belligérants sont expulsés de part et d'autre. D'une extrémité à l'autre du front, les armées allemandes considèrent la population civile comme traître. La réglementation allemande décrète des sanctions collectives et déchaîne la violence militaire contre la population civile. Sauvant ce qu'ils peuvent, certains habitants vont fuir le village. D'autres sont retenus prisonniers dans les bâtiments réquisitionnés, comme l'église. Pour garder le contrôle des villageois, il y a régulièrement des prises d'otages, constamment surveillées et contrôlées, arrêtées arbitrairement. Tel est le destin des civils.
La cité n'est pas ménagée par les combats. Bombardée à la fois par les Allemands et par l'artillerie française, les habitations souffrent. Les canons tirent depuis la colline de Norrois pour atteindre la gare et empêcher les transports de matériel ou autres ravitaillements. Les habitants utilisés comme boucliers humains par les Allemands pour se protéger se mettent aux abris dans les caves quand ils le peuvent. Vidés de leurs machines et outillages qui sont expédiés en Allemagne, les usines Fabius-Henrion brûleront entièrement. Le même sort est réservé à la fabrique des scories Lorraine à Arnaville, ainsi qu'à l'usine Cotreau. Les civils sont rançonnés, la population asservie. Dès les premiers mois d'occupation, les Pagnotins sont obligés de côtoyer les soldats allemands qui vivent dans les maisons réquisitionnées. Les règlements édictés sont d'une extrême sévérité. Les troupes allemandes s'installent en pays conquis. Les officiers supérieurs occupent les plus belles maisons. L'église de Pagny-sur-Moselle n'est pas épargnée. On assiste à l'enlèvement brutal des cloches et au saccage du grand orgue. Chacun tente de cacher ce qu'il possède de plus précieux, objets en cuivre, argenterie, pour éviter que l'ennemi ne s'en empare. Les propriétaires de l'hôtel de Pagny en font de même et cachent les vins, liqueurs et autres apéritifs dans un petit bâtiment adjacent. L'un des aspects les plus lourds de l'occupation est l'obligation d'une partie de la population de participer aux corvée imposée par l'occupant. Ce travail obligatoire et gratuit est très impopulaire, d'autant qu'il se révèle être source de tensions non seulement vis-à-vis des Allemands, mais également au sein de la communauté pagnotine. Les témoignages reflètent cette atmosphère d'angoisse permanente. Les Allemands nous enfermaient pendant quelques jours dans l'église. Ils emmenaient les jeunes, restés à Pagny du côté de Dieuze, où ils les obligeaient à creuser des tranchées. Le 14 août, une fusillade éclate dans le ciel et c'est un aéroplane allemand qui a été touché. Le pays était bombardé. Autour de nous, ça craquait, ça sifflait au-dessus de nos têtes. Chacun croyait bien son dernier moment venu. À Pagny-sur-Moselle, tout est sans dessus-dessous. Beaucoup quittent leur maison pour ne pas rester près de la frontière, où tous les jours nous assistons à des fusillades. Pagny étant entre les lignes de défense françaises et allemandes. Dans son journal, l'abbé Mamias écrit « C'est bien Pagny qui a été bombardé hier pour la 4e fois. Les habitants affolés s'enfuient et répandent la terreur avant d'hier. C'est une vraie panique. Les cultivateurs font partir le reste de leurs bestiaux. Quelques familles timorées ont résolu de s'enfuir. C'est partout la guerre avec ses incertitudes et ses angoisses. Pour moi, il ne peut être question de partir. Je reste tant qu'il y aura une âme à sauver. » Enfin, en 1918, ordre est donné d'envoyer les habitants en exil. Ceux qui n'auront pu s'enfuir vers les lignes françaises seront envoyés avec juste un maigre bagage en Belgique. Anne-Marie Godard dira « Les Allemands ont rassemblé toutes les familles qui vivaient encore à Pagny pour annoncer qu'elles allaient être évacuées, sans préciser où. Nous sommes partis avec presque rien, l'argenterie dans le sac de la Croix-Rouge et un lapin cuit pour manger en route. Les valides ont marché jusqu'à Mézières-les-Messes, ça fait une bonne trotte. Nous avons ensuite embarqué dans des wagons à bestiaux, direction la Belgique. Nous n'avons pu revenir à Pagny que fin 1918. Le plus pénible était de savoir que la guerre était finie et de ne pas pouvoir rentrer chez nous. » Un expulsé racontera « Depuis 15 jours, on nous avait habillés en soldats. Nous transportions toute la journée des obus et des munitions dans les forts. On nous aurait sans doute retenus ainsi en esclavage jusqu'à je ne sais quand, si les Allemands n'avaient pas appris la résistance héroïque de nos compatriotes. Ils nous ont expulsés et menacés d'être prisonniers de guerre si nous ne partions pas dans les 3 heures. » Mention est faite de Pagny dans quelques écrits de soldats. Ainsi, le sous-lieutenant germano-américain George Boysen note « La route a été bombardée par endroits par l'artillerie française et les trous causés par les obus sont remplis par la boue qui les a nivelés. Étant donné que je marche au premier rang du premier groupe, je sers de cobaye. Je m'enfonce au moins 10 fois dans la boue jusqu'au-dessus des bottes. Pas étonnant donc qu'en arrivant à Pagny, nous soyons les plus sales. On nous regarde partout avec étonnement. On entend même des paroles compatissantes du côté de la population civile. Pagny me fait une très bonne impression. Cela vient en grande partie de l'influence allemande. La frontière n'est qu'à quelques kilomètres. Pour faire court, c'est une petite ville industrielle de province relativement propre. » Ernst Jünger racontera
La compagnie prit ses quartiers comme d'habitude dans une grange à Tronville, l'un de ces trous crottés fréquents en Lorraine bâtis de briques et de broc. À quelques centaines de mètres du village, la route était occupée par la frontière. Le poteau frontière français gisait en morceaux sur le sol. Le soir, nous nous offrions souvent le plaisir mélancolique d'une promenade en Allemagne. Nous marchâmes jusqu'à la gare de Chamblay, d'où nous gagnâmes en quelques minutes de train Pagny-sur-Moselle. Nous escaladâmes les hauts de Moselle dans la matinée, nous nous arrêtâmes à Prégny, délicieux village montagnard surmonté d'une ruine féodale. Cette fois, notre grange se trouva être un édifice de pierre, plein d'un foie parfumé de montagne. Ses lucarnes donnaient sur les collines mosellanes plantées de vignes et sur le bourg de Pagny, qui souvent recevait des obus et des bombes d'avion. Compagnon de combat de Charles Péguy, Victor Boudon racontera. Le 21 août, Péguy prend le commandement d'une patrouille d'une dizaine de sous-officiers et d'hommes volontaires et part dans la direction de Pagny-sur-Moselle. Par le poste des 4 chemins, elle gagne la côte 327, hauteur qui, au nord de Vendières, surplombe la belle vallée où coule la Moselle. De cette hauteur, on jouit d'un magnifique panorama sur Pagny-sur-Moselle, Prégny, Vendières. Et de l'autre côté de la Moselle, Vittonville et Champais qu'occupent les Allemands et la fameuse côte 393, d'où ils dominent toute la région et sur laquelle ils ont placé des canons. Cette reconnaissance procure à Péguy de précieux renseignements sur les positions ennemies et lui démontre la nécessité de faire occuper le sommet de la côte 327, ce qu'il exécute le soir même. Au cours de l'année 1921, la commune de Pagny-sur-Moselle se voit attribuer la croix de guerre accompagnée de la citation suivante. Rester aux mains de l'ennemi pendant 4 années, à supporter courageusement les épreuves de l'occupation. Malgré les deuils, les souffrances et les dommages subis par les multiples bombardements, n'a jamais cessé de faire preuve d'une ardente confiance dans la victoire finale, méritant ainsi la reconnaissance du pays.